Je m'appelle Marie Delcourt, j'ai 68 ans, et je vous écris depuis mon petit appartement à Angers, dans l'ouest de la France. C'est un dimanche en fin d'après-midi, le thé refroidit sur la table et mes mains reposent sur mes genoux. Je regarde par la fenêtre, les feuilles d'automne tombent lentement dans la cour de l'immeuble. Il y a 3 mois, presque jour pour jour, j'ai vécu ce que je croyais être le plus beau jour de ma vie. Et pourtant, ça a été le plus douloureux. Ce jour-là, mon fils Louis s'est marié. Toute une vie d'amour, de sacrifice, de rire et de nuits blanches, couronnée par une grande cérémonie, un mariage élégant dans une église de Tours, suivi d'une réception dans un domaine viticole de la région. J'avais aidé comme j'ai toujours fait, dans l'ombre, discrètement. J'y avais mis 25 000 € de mes économies. Toute une vie à gratter, économiser, refuser des plaisirs personnels pour pouvoir offrir à Louis quelque chose de digne. C'était mon cadeau de mère, mon offrande d'amour. Et puis ce moment, ce discours. Louis, mon fils, mon petit garçon que j'ai tenu dans mes bras quand il n'avait que 3 ans, s'est levé avec le micro à la main, entouré de sourires, d'applaudissements, de flashs d'appareils photo. Il a remercié ses amis, sa famille, les invités, et soudain, il a dit « Je voudrais remercier ma véritable mère, celle qui a toujours été là pour moi, qui m'a accueilli comme un fils. » Et il a tendu la main vers la mère de sa femme, Élise, assise en face de moi, parée de bijoux, rayonnante. J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde, une seule phrase, une seule. Et tout ce que j'avais construit en 41 ans s'est effondré en silence. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si j'étais invisible dans la plus belle journée de la vie de mon propre fils. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, droite sur ma chaise, la tête haute, un sourire discret figé sur mon visage, comme une peinture ancienne. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. On dit souvent que les grandes douleurs ne font pas de bruit. C'est vrai. C'est dans ce silence, dans cette absence de mots, que j'ai senti naître en moi quelque chose de nouveau. Pas de la haine, pas de la vengeance. Non, juste une prise de conscience, une sorte de réveil. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas un simple oubli. C'était un choix, et j'avais été délibérément effacée. Je suis rentrée chez moi en taxi, seule. J'ai salué le chauffeur, puis j'ai monté les marches jusqu'au 3e étage de mon immeuble sans ascenseur. J'ai ouvert la porte, posé mon sac, enlevé mes chaussures, et je me suis assise là, sur le bord de mon lit, exactement comme je le fais aujourd'hui, 3 mois plus tard. Le goût amer de cette soirée est toujours là, quelque part sur ma langue. Il ne part pas avec le temps. Il s'attarde, il s'infiltre dans les silences du quotidien. Mais ce que j'ai compris ce soir-là, c'est que parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Et cette humiliation que j'ai vécue, aussi violente soit-elle, allait devenir le point de départ d'un chemin que je n'aurais jamais osé emprunter avant. Je vais vous raconter ce chemin, pas pour faire pitié, pas pour accuser, mais parce que peut-être quelque part, une femme comme moi a besoin de lire ces mots, a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Je savais, dès le premier jour, que Louis n'était pas mon fils biologique. Il avait 3 ans quand il est entré dans ma vie. 3 ans. L'âge où les enfants commencent à faire des phrases, à dire « maman » sans vraiment comprendre ce que cela veut dire. Et pourtant, ce petit mot, quand il est sorti de sa bouche la première fois en me regardant dans les yeux, a fait trembler tout mon monde. C'était en 1987. Ma sœur aînée, Sophie, et son mari Gérard sont morts dans un accident de voiture en rentrant d'un mariage dans le sud. Une nuit pluvieuse, un virage mal négocié, un de ces appels qui changent tout. Ils n'avaient qu'un seul enfant, Louis. Je me souviens encore du silence dans la pièce quand le travailleur social m'a demandé « Madame Delcourt, seriez-vous prête à accueillir votre neveu ?» Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pesé le pour et le contre. J'ai simplement dit oui. Parce qu'il n'y avait pas d'autre option dans mon cœur. Parce que l'amour ne demande pas de justification. À l'époque, ma vie était un peu en morceaux. Mon mari, Michel, m'avait quitté 2 ans plus tôt, après avoir appris que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Il m'a dit que fonder une famille,
C'était non négociable pour lui. Il est parti avec une autre, plus jeune, plus fertile. Je n'ai jamais cherché à le revoir. J'avais 28 ans, seule dans un petit appartement à Angers, avec un métier de couturière indépendante et des rêves qui se fanaient doucement. Et puis Louis est arrivé. Avec sa petite valise rouge, ses joues mouillées de larmes et ses yeux perdus. La première nuit, il n'a pas dormi. Il s'est assis dans mon lit, agrippé à mon bras, et il m'a murmuré plusieurs fois « Tu ne vas pas mourir, toi, hein ?» Je lui ai promis que non, et je l'ai tenu contre moi jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ce jour-là, je suis devenue mère. Pas sur un papier, pas par un test ADN, mais dans chaque geste, chaque mot, chaque nuit où je me suis levée parce qu'il faisait un cauchemar. J'ai tout fait pour lui. Tout. Je cousais jusqu'à tard le soir pour payer ses livres d'école. Je faisais des ménages chez des familles bourgeoises les week-ends. Je vendais des tartes maison au marché le dimanche matin. Il y avait des mois où je ne m'achetais même pas un vêtement, mais Louis avait des chaussures neuves à la rentrée. C'était mon honneur, mon devoir, mon amour. Quand il a eu 18 ans, je l'ai vu recevoir son bac avec une fierté immense. Il était le premier de la famille à finir le lycée. Quand il a été accepté à la fac d'ingénierie à Nantes, j'ai pleuré de joie. Il m'appelait tous les soirs, me racontait ses cours, ses camarades, ses projets. On cuisinait ensemble le week-end, on regardait des films, on riait beaucoup. Il m'appelait « maman », avec une tendresse qui me faisait oublier tout le reste. À 24 ans, le jour de sa remise de diplôme, j'ai organisé une petite fête dans mon salon. J'avais cuisiné tout l'après-midi. Il était si beau dans son costume noir que son ami Thomas lui avait prêté. Je me souviens encore du flash de l'appareil photo, de sa main posée sur mon épaule, de mon cœur qui battait plus fort que jamais. Puis est venu le temps du travail. Il a décroché un poste dans une société de construction à Tours. Salaire correct, CDI, voiture de fonction. Je n'avais jamais gagné autant en 1 an que ce qu'il gagnait en 2 mois. Et pourtant, jamais il ne m'a fait sentir inférieure. Il me laissait de l'argent sur la table pour les courses, m'emmenait parfois au restaurant, me racontait ses journées. Il vivait encore à la maison, et ça ne me dérangeait pas. Bien au contraire. Je l'aimais avoir près de moi. J'étais heureuse, fatiguée, oui, mais comblée. Je me disais souvent, en regardant les photos de notre vie accrochées sur le mur du salon, « Tu n'as peut-être pas eu la vie que tu avais imaginée, mais tu as eu un fils, et il t'aime, et ça suffit. » C'était ça, mon trésor, mon sens, ma plus grande réussite. Je ne savais pas encore que ce lien, si fort et si beau, allait peu à peu se déliter, non pas par un cri ni une dispute, mais par de petits silences, des absences, des oublis, jusqu'à cette phrase, prononcée 3 mois plus tôt, qui a tout balayé. Je me souviens très bien du jour où Louis m'a parlé d'elle pour la première fois. Il était rentré du travail avec un petit air que je ne lui connaissais pas, un sourire dans les yeux, comme un printemps qui s'annonce sans prévenir. « Je crois que j'ai rencontré quelqu'un, maman. » Il m'a parlé d'Aline, une jeune femme de son entreprise, assistante de direction, qui l'avait fait rire dès leur premier café à la machine. Il racontait ses blagues, ses goûts musicaux, la façon qu'elle avait de voir le monde. J'écoutais, heureuse pour lui. À 35 ans, mon fils méritait de connaître l'amour, de fonder une famille, de partager sa vie avec quelqu'un. Je l'ai encouragé de tout cœur. Quand il m'a dit qu'il allait l'inviter à dîner à la maison, j'ai passé l'après-midi en cuisine. J'avais préparé son plat préféré, blanquette de veau, dressé une jolie table, allumé une bougie. J'étais nerveuse, comme une mère qui présente son fils à la femme qu'il aime pour la première fois. Aline est arrivée pile à l'heure, élégante, souriante, très polie. Mais dès les premières minutes, j'ai senti quelque chose, pas une hostilité ouverte. Non, quelque chose de plus subtil, un regard qui me traversait sans s'arrêter, une politesse froide, presque mécanique. Elle m'a parlé peu, a répondu à mes questions du bout des lèvres. Et dès que le dessert a été servi, elle regardait déjà sa montre. Je me suis dit que c'était la gêne, la première impression. Peut-être qu'elle était fatiguée ou intimidée. J'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute. Mais les mois ont passé et ce froid invisible n'a jamais vraiment disparu. Au contraire, il s'est installé. Louis passait de plus en plus de temps chez elle.
Il rentrait tard. Les week-ends, il partait souvent dès le samedi matin. Nos repas ensemble devenaient rares. Les longues discussions du soir, nos rituels, les petits gestes du quotidien, tout s'effaçait doucement, comme une photo qu'on laisse trop longtemps au soleil. Un soir, alors qu'il dînait à la maison, j'ai proposé à Aline de lui apprendre à cuisiner un plat que Louis aimait depuis l'enfance. Elle m'a répondu, sans un sourire, « Ce n'est pas la peine, ma mère m'a déjà tout appris. » Elle disait ma mère comme un bouclier. Toujours présente, toujours supérieure. Aline parlait souvent d'elle, une femme parfaite, dévouée, élégante, cultivée, une mère qui savait tout faire, tout gérer, tout prévoir. À chaque phrase, j'avais l'impression que mon rôle de mère était mis en doute, comparé et finalement déprécié. Un dimanche, je les ai invités à déjeuner. J'avais préparé un rôti, des pommes de terre au four, un clafoutis aux cerises, tout ce qu'ils aimaient. À la dernière minute, Aline m'a envoyé un message. « Désolée, maman est passée nous voir, on reste avec elle aujourd'hui. » Elle ne s'excusait même plus. Elle posait ses choix, sans ménagement. Et Louis ne disait rien. Quand ils ont annoncé leur fiançailles, j'ai pleuré de joie. J'étais sincèrement heureuse pour eux. Je les ai pris dans mes bras. Aline a souri, mais c'était un sourire lisse, comme une façade bien entretenue. Et puis, quand j'ai commencé à parler du mariage, à proposer mon aide, mes idées, elle m'a arrêté net. C'est maman qui s'occupe de tout. Tu n'as qu'à profiter du jour J. J'ai encaissé. Je me suis dit que peut-être, dans leur esprit moderne, les choses se passaient autrement, que c'était normal, que mon rôle n'était plus central. Et puis, j'ai repensé à mes économies, tout ce que j'avais mis de côté, année après année, pour ce moment. Je leur ai proposé une contribution, 25 000 €, une somme importante pour moi. Aline a paru surprise. Peut-être pensait-elle que, retraitée, je n'avais rien. Mais elle a accepté en précisant « Ne t'inquiète pas, on va tout gérer. Tu n'as qu'à venir, habiller comme il faut, et profiter. » Ce soir-là, je me suis couchée avec une douleur au fond du cœur, pas une douleur physique, quelque chose de plus profond, la sensation que je n'avais plus vraiment ma place, que je devenais spectatrice dans la vie que j'avais bâtie pour lui. Les mois qui ont suivi n'ont fait que renforcer ce sentiment. Louis rentrait rarement. Il ne me parlait plus des préparatifs. Quand je posais des questions, il répondait « C'est Aline qui gère. Laisse-la faire, maman. Repose-toi. » Repose-toi. Comme si j'étais une vieille dame bonne à regarder la vie passer par la fenêtre. Moi qui avais tout donné pour lui. Moi qui avais renoncé à tant de choses. Et puis, une semaine avant le mariage, Aline m'a appelée. Elle voulait passer me voir. Elle est venue un jeudi après-midi, seule, habillée avec soin, comme toujours. Elle s'est assise dans mon salon, droite, le regard fixe. Et là, sans détour, elle m'a dit « Après le mariage, Louis et moi allons vivre dans notre nouvel appartement. Je veux que tu comprennes que Louis a maintenant sa propre famille. Ce serait bien que tu ne t'immisces plus trop. Tu resteras la tante qui l'a élevé, et c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ton rôle de prendre de la place. » Mon cœur s'est arrêté. La tante. Pas la mère. Juste la tante. Elle me parlait comme si j'étais un meuble dont il fallait se débarrasser élégamment. Je n'ai rien dit. J'ai encaissé. J'ai attendu qu'elle parte. Quand la porte s'est refermée, je suis restée assise dans mon fauteuil, les mains sur les genoux, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et ce soir-là, j'ai pleuré. Pas pour Louis. Pas pour moi. Mais pour la femme que j'avais été pendant 41 années, et que personne ne semblait voir. Je comprenais enfin ce que signifiait être effacée vivante. Le matin du mariage, je me suis réveillée tôt, comme toujours. Il faisait beau, le ciel était clair, l'air frais et lumineux. Une journée parfaite, en apparence. Mais en moi, tout était trouble. J'avais ce poids sur la poitrine, ce pressentiment étrange, comme une alerte que le cœur donne avant que la tête ne comprenne. Je suis restée assise à la table de la cuisine, mon café refroidissant, regardant les oiseaux picorer sur le rebord de la fenêtre. C'est le grand jour, me suis-je dit. Et pourtant, rien ne sonnait juste. Je portais une robe vert amande que j'avais choisie avec soin.
pas chère, mais élégante. La veille, j'étais allée chez le coiffeur. Une mise en pli simple, soignée. Je voulais être belle pour mon fils, même si, au fond, je savais déjà que ce n'était plus mon jour à moi. J'ai attendu qu'il vienne me chercher. Une petite partie de moi espérait encore. Une visite, un mot tendre, un moment partagé avant la cérémonie. Mais rien. Pas de message, pas de sonnette, pas de voiture en bas de l'immeuble. À 14h30, n'y tenant plus, j'ai appelé son portable. Il a décroché rapidement, en plein tumulte. « Je suis chez les parents d'Aline, je me prépare ici, on se retrouve à l'église, d'accord? Bisous. » Et il a raccroché. Pas un « Comment tu vas, maman ?» Pas un mot sur le trajet, pas même une attention. Je suis restée là, le téléphone à la main, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Finalement, j'ai pris un taxi. Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années, m'a demandé si j'allais à un mariage. J'ai répondu que c'était celui de mon fils. Il m'a félicité, m'a dit que j'avais l'air très digne. J'ai souri, mais mon cœur était en miettes. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai été frappée par la beauté des lieux. Fleurs blanches, rubans en soie, musique douce, tout était parfait. Un mariage de rêve, comme dans les magazines. Je me suis approchée des premiers rangs. Une hôtesse, une jeune femme en tailleur, m'a arrêtée. « Vous êtes… » « La mère du marié, ai-je dit. Elle a regardé sa liste, puis m'a indiqué. « Vous serez à la rangée 4, par ici. » La rangée 4. Derrière des cousins éloignés, des collègues de travail de Louis. Moi, la femme qui l'avait élevé seule. J'ai serré les dents. Pas de scène, pas d'humiliation supplémentaire. Je me suis assise, droite, silencieuse. Puis la cérémonie a commencé. Louis est entré, splendide dans son costume gris clair, au bras du père d'Aline. Aline est arrivée ensuite, radieuse. Elle semblait flotter dans sa robe ivoire, le sourire aux lèvres, le regard fixé sur lui. Elle est passée devant moi sans même me voir. J'étais là, invisible, comme une statue dans un décor qui n'était pas le mien. Le prêtre a parlé d'amour, d'engagement, de familles qui se réunissent. J'ai écouté, la gorge nouée. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Pas de tristesse seulement, de larmes mêlées, fierté, douleur, fatigue. Une vie entière qui défilait dans mes pensées. À la sortie, j'ai essayé de les approcher. J'ai brièvement embrassé Louis. Il m'a rendu mon étreinte avec un sourire distrait, déjà tourné vers d'autres invités. Aline m'a salué d'un « merci d'être venu » sans émotion. Je me suis sentie comme un accessoire oublié dans une pièce trop lumineuse. À la réception, dans un magnifique domaine à la campagne, j'ai encore été reléguée à une table isolée, table numéro 12. Des visages inconnus, des gens qui ne savaient pas qui j'étais. Certains m'ont demandé « Et vous, quel lien avez-vous avec les mariés ?» Je suis la mère du marié. Et là, ce blanc, ce regard gêné, comme s'il ne savait ni plus quoi dire. Je regardais la table principale. Les deux familles autour des mariés. Rire, toast, photos. Et moi, si loin, physiquement et symboliquement. Les discours ont commencé. Le père d'Aline a parlé, ému. La mère d'Aline a parlé, en pleurs. Elle a dit à quel point Louis était comme un fils pour elle, combien elle l'aimait. Tout le monde a applaudi. Et moi, j'attendais. J'avais écrit un petit mot, juste quelques phrases, mais personne ne m'a appelé. Pas un mot, pas un regard. Et puis Louis s'est levé. Mon cœur s'est emballé. Il va me remercier maintenant, ai-je pensé. Il va dire quelque chose, il va me rendre ma place. Mais non, il a dit « Je voudrais remercier ma véritable mère, celle qui m'a accueilli comme un fils dès le premier jour, qui m'a tout donné. » Et il a tendu la main vers la mère d'Aline. Le silence dans la salle était assourdissant. J'ai senti les regards se tourner vers moi. Certains pleins de gêne, d'autres curieux, quelques-uns vides, mais personne n'a rien dit. Et moi? Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas levée, je n'ai pas crié, je suis restée assise, la tête haute, le cœur en ruine, mais digne. À cet instant, quelque chose est mort en moi, mais autre chose est né. Un silence? Oui, mais un silence puissant.
un silence qui allait devenir le début de ma libération. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée dans le noir. Pas seulement celui de la pièce, celui de l'âme, ce genre de noir profond où on ne distingue plus qui on est ni ce qu'on vaut. J'ai passé la journée sans parler, pas un mot, pas un appel. J'ai laissé mon téléphone éteint. Et le soir venu, je me suis assise dans ma cuisine, devant mon vieux classeur à fermeture bleue. Celui où je garde tous mes papiers importants. Relevés bancaires, testaments, documents d'assurance, lettres anciennes. J'ai sorti tout. Je voulais voir noir sur blanc ce que je possédais encore. Pas seulement en euros, en possibilités, en avenir. En plus des 25 000 € donnés pour le mariage, j'avais encore des économies. Une petite assurance vie, quelques placements. Une somme modeste mais solide, suffisante pour vivre confortablement et, surtout, librement. Pendant des années, je m'étais dit que tout ça reviendrait à Louis. C'était normal, pensais-je. Il était mon fils, mon seul héritier. Mais ce jour-là, cette évidence a disparu. Je ne voulais plus que mon argent, fruit d'une vie de travail humble mais honnête, tombe entre les mains de quelqu'un qui ne voyait plus ma valeur. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte à mon nom seul. Puis, je suis allée chez un notaire, M. Léonard, un homme d'un certain âge au regard doux. Je lui ai dit « Je veux changer mon testament. Mon fils n'y figurera plus. Mais je ne veux pas faire ça par colère. Je veux que mon argent serve à quelque chose de beau. » Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. C'est rare de voir une décision aussi calme après une douleur aussi grande. Nous avons parlé longtemps. J'ai évoqué l'idée d'une fondation, un lieu où des femmes comme moi, invisibles, oubliées, pourraient trouver du soutien, de l'écoute, une main tendue. M. Léonard m'a orienté vers une juriste spécialisée. Le processus était long, mais pas impossible. Et plus je parlais de ce projet, plus je sentais une lumière renaître en moi. Comme si cette blessure n'était pas un point final, mais une porte ouverte vers autre chose. Ce soir-là, je me suis endormie avec une pensée nouvelle. Et si je n'étais pas à la fin de ma vie, mais au début d'une autre? Quelques jours plus tard, j'ai pensé à ma cousine Claire, qui vit à La Rochelle, au bord de l'Atlantique. Elle m'avait toujours invitée à venir. « L'air marin te ferait du bien », disait-elle. Je l'ai appelée. Elle m'a écoutée en silence pendant que je racontais tout. Le mariage, le discours, le silence. Elle n'a pas crié, elle n'a pas insulté Louis. Elle a simplement dit « Marie, il est temps que tu penses à toi. Viens, je t'attends. » J'ai raccroché en larmes. Pour la première fois, des larmes d'espoir. En moins d'une semaine, j'ai rangé mes affaires. Quelques vêtements, mes livres préférés, des photos que je ne voulais pas abandonner. J'ai fermé l'appartement, laissé un mot à ma voisine pour qu'elle ouvre les volets de temps en temps, et j'ai pris un train pour La Rochelle, seule, avec 2 valises et une volonté nouvelle. Quand je suis descendue à la gare, Claire m'attendait, souriante. Elle m'a serré contre elle et a murmuré « Tu n'es pas seule, tu ne l'as jamais été. » Son appartement se trouvait au 4e étage, avec une vue splendide sur l'océan. Le vent sentait le sel et les souvenirs heureux. Elle avait préparé une chambre d'amis charmante, avec des draps fleuris et une petite table de chevet en bois clair. Je me suis installée, timidement, comme une invitée. Mais très vite, je me suis sentie chez moi. Le lendemain, j'ai fait ma première promenade le long de la plage. Les pieds dans le sable frais, le vent dans les cheveux, le bruit des vagues en fond. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais marché sans but, sans horaire, sans obligation. Sur la promenade, j'ai croisé des femmes de mon âge. Certaines marchaient en groupe, d'autres lisaient sur des bancs, quelques-unes riaient fort autour d'un café. Elles vivaient, pas pour leurs enfants, pas pour leur mari, pour elles-mêmes. L'une d'elles, Monique, m'a adressé un sourire et m'a lancé « On se connaît? Vous avez l'air d'une femme qui a changé de vie. » J'ai souri à mon tour. C'est exactement ça. La semaine suivante, Claire m'a emmenée à une réunion d'un groupe local pour femmes retraitées. Elle s'appelait les Mimosas. Un nom doux, plein de soleil. Elles faisèrent de la marche, du chant, de la peinture, des sorties culturelles. J'ai été accueillie à bras ouverts. Je n'avais jamais connu ça. Une communauté de femmes, sans jugement, sans compétition, sans obligation. Seulement du soutien, de la tendresse, de la joie simple. Peu à peu, j'ai retrouvé le goût des petits plaisirs.
Lire le matin au bord de la mer. Chanter faux mais fort avec les mimosas. Apprendre à peindre des aquarelles, maladroites mais sincères. Aller au marché et acheter du pain juste pour son odeur chaude. Et surtout, j'ai commencé à travailler avec une bibliothèque associative où j'aidais les enfants à faire leurs devoirs. Une bénévole m'a dit un jour « Marie, tu as une façon de les écouter. On voit que tu sais ce que c'est d'aimer. » Je suis rentrée ce jour-là, le cœur léger. J'avais enfin trouvé un endroit où mon amour servait encore à quelque chose. 2 mois après mon arrivée, les documents officiels de la Fondation Marie Delcourt étaient de finaliser. Elle avait pour but de soutenir des femmes de plus de 60 ans en situation d'isolement ou de précarité. Nous avons reçu les premiers dons, organisé les premières actions, contacté des assistantes sociales locales. Ma douleur était devenue engagement. Mon silence, devenu voix. Et dans tout cela, je n'avais ni haine ni vengeance dans le cœur, juste une certitude. On ne peut pas empêcher les autres de nous oublier, mais on peut choisir de ne pas s'oublier soi-même. 3 mois après mon arrivée à La Rochelle, ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'étais plus seulement la mère d'un homme qui m'avait oubliée. J'étais devenue la femme que j'aurais toujours voulu être, libre, ancrée, vivante. Le mot maman ne m'était plus douloureux. Il avait simplement cessé d'être ma seule identité. Un matin, alors que je rangeais des livres à la bibliothèque, mon téléphone a vibré. C'était un message de Louis. Il me demandait s'il pouvait venir me voir, passer quelques jours à La Rochelle. Il disait vouloir parler, comprendre, rattraper. Je n'ai pas hésité. Je lui ai répondu qu'il était le bienvenu, mais que je ne promettais rien d'autre qu'un thé chaud et une conversation honnête. Il est arrivé 2 jours plus tard. Quand j'ai ouvert la porte de mon petit appartement au 5e étage, je l'ai trouvé changé, moins sûr de lui, plus silencieux. Il m'a prise dans ses bras, maladroitement, comme quelqu'un qui ne sait plus très bien où il en est. Il a regardé autour de lui, les tableaux faits à l'aquarelle, les livres sur les étagères, la vue sur la mer. Il a dit que j'avais l'air bien, que l'appartement était à mon image, paisible, discret, chaleureux. Nous avons parlé longuement, sans précipitation. Je lui ai raconté mes promenades, le groupe des Mimosas, la fondation. Il m'a écouté, étonné. Je voyais dans ses yeux qu'il découvrait une facette de moi qu'il n'avait jamais connue. Il a dit que je semblais différente. Je lui ai répondu que je ne l'étais pas, que j'étais simplement devenue visible, pour moi-même. Il m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas prévenu plus tôt de ma décision de partir. J'ai expliqué que ce n'était pas une punition, mais une protection. Que j'avais besoin de me reconstruire loin du regard des autres, loin de l'attente permanente d'être celle qui se tait, qui comprend, qui supporte. Il a baissé les yeux. Il a murmuré qu'il avait été aveugle, qu'il avait cru bien faire, qu'il n'avait pas compris ce que ces mots, ce jour-là, avaient détruit. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas blâmé. J'ai seulement dit que certaines blessures ne demandaient pas des excuses, mais du temps. Et que le respect, une fois brisé, ne se répare pas avec des fleurs ou des mots, mais avec des gestes constants, dans la durée. Le 3e jour, alors que nous prenions un café sur le port, il m'a demandé si j'allais un jour revenir vivre à Angers, ou au moins lui laisser une place dans ma vie. Je lui ai répondu que je ne savais pas, que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas de plan centré sur lui, que ma vie, désormais, me suffisait telle qu'elle était. Il m'a parlé de sa maison, de son mariage, du quotidien avec Aline. Il a dit que quelque chose s'était brisé entre eux aussi depuis ce jour, qu'il commençait à se poser des questions. Mais je ne me suis pas mêlée de ça. Ce n'était plus mon rôle, ce n'était plus ma charge. Avant de repartir, il m'a prise dans ses bras, une seconde fois. Cette fois, c'était différent, plus lent, plus sincère. Il m'a dit qu'il espérait qu'un jour, il pourrait regagner ma confiance. Je lui ai dit que ce jour viendrait peut-être. Ou pas. Que le plus important, c'était que moi, je m'étais retrouvée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, de lui. Il me remerciait pour tout, me demandait pardon sans détour, disait qu'il n'avait jamais mesuré tout ce que j'avais sacrifié,
que la mère d'Aline n'avait jamais été qu'un repère pratique, jamais une figure centrale, mais qu'il avait voulu lui faire plaisir, qu'il avait eu peur de trancher, de froisser, et qu'il avait manqué de courage. La lettre m'a touchée, mais elle n'a pas changé mes décisions. Ma fondation, désormais active, avait déjà aidé 3 femmes. Des femmes âgées, isolées, fatiguées d'être invisibles. Une d'elles, Jeanne, avait été abandonnée par ses enfants. Une autre, Paulette, vivait dans une chambre minuscule, sans chauffage. La 3e, Annick, était en deuil depuis 12 ans et n'avait jamais osé recommencer à vivre. En les voyant, en les écoutant, je comprenais que ma douleur n'était pas unique. Elle était partagée, universelle, silencieuse, mais tenace. À la bibliothèque, on m'a proposé un jour de témoigner, de raconter mon histoire. Au début, j'ai refusé, par pudeur, par peur aussi. Puis j'ai accepté. Le jour venu, la salle était pleine. Des femmes de tous âges, toutes assises en silence, les yeux rivés sur moi. J'ai parlé simplement, sans grand discours. J'ai juste dit « Vous n'êtes pas seul. Il y a une vie après l'invisibilité. » À la fin, une femme s'est approchée. Elle m'a dit qu'elle allait refuser de vendre sa maison à ses enfants, qu'elle allait enfin penser à elle. Elle m'a serré la main, les larmes aux yeux. Et là, j'ai su. J'ai su que je n'avais pas été effacée pour rien. Que mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, pouvait devenir une source de courage pour d'autres. Que ce que j'avais perdu, je l'avais aussi transformé en quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je vis seule. Mais je ne suis plus seule. Ma vie est rythmée par des activités qui me nourrissent. La bibliothèque, le groupe de chant, la fondation, les promenades au bord de la mer. J'ai trouvé une paix que je ne croyais plus possible. Louis me rend visite parfois. Nos rapports sont calmes, posés, sans attente excessive. Il me respecte, parce qu'il sait désormais que je n'ai plus besoin de lui pour me définir. Aline, elle, ne me parle plus. Je n'en souffre pas. Je n'ai plus besoin de validation. Parfois, je m'assois sur le balcon de mon appartement. Je regarde l'océan, et je pense à cette phrase qu'il a prononcée ce jour-là. Je voudrais remercier ma véritable mère. Elle ne me fait plus mal, parce qu'au fond, je sais qui je suis, et je n'ai plus besoin qu'on me le rappelle. Je suis Marie Delcourt, j'ai 68 ans, et aujourd'hui, je suis ma propre priorité. C'est en me perdant que je me suis enfin trouvée. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait ? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.